Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire ZChef sur un format un petit peu spécial aujourd'hui qui ressemble plus à une conférence en ligne ou une interview. Euh, donc je suis Xavier Zetoun, je suis cofondateur de ZenChef. Alors ZenChef, en deux mots, c'est un système de réservation sans commission et sans intermédiaire qui permet aux restaurateurs de gérer toutes leurs réservations. Euh, et on a aujourd'hui la chance d'avoir la confiance de plus de 5000 chefs et restaurateurs à travers l'Europe qui utilisent notre système. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas, qui est aussi cofondateur de ZenChef. Bonjour. Alors, juste pour vous donner la démarche très rapidement, comme vous le savez, pour certains qui ont déjà assisté aux dernières interventions, que ce soit sur nos lives Instagram, que ce soit à travers les webinaires avec différents experts, chez ZenChef, on a fait le choix maintenant, il y a un mois et demi, quand la crise s'est déclarée, d'essayer de vous aider en vous inspirant, en faisant intervenir des experts sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser, soit pour gérer l'urgence, donc on a parlé avec des experts comptables, etc., soit pour vous inspirer aussi en faisant témoigner d'autres chefs, d'autres restaurateurs et essayer de donner de la vision et essayer aussi de se projeter dans le monde d'après à travers ces témoignages. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du déconfinement, en France en tout cas, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, on va en savoir un petit peu plus sur la manière dont ça va se dérouler. Euh, et il y a un pays dans lequel le déconfinement a déjà commencé maintenant, il y a quelques semaines, c'est la Chine. Ils ont un peu d'avance sur nous par rapport à la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le chef Paul Perret, qui est un chef triplement étoilé basé à Shanghai, en Chine, et aussi propriétaire de plusieurs établissements, et donc qui a vécu en fait ce que nous on vit, mais avec un petit peu d'avance. Et voilà, et on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Paul. Merci d'avoir pris le temps depuis Shanghai d'être présent aujourd'hui. Et bien voilà, et j'en profite pour dire bonjour à tout le monde, parce que depuis tout à l'heure, je vois passer des bonjours un peu partout en France, et je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour, je n'osais pas te couper. J'ai pas trop l'habitude forcément de la vidéoconférence comme ça, avec tout un tas de personnes qui viennent se joindre à nous. Donc je dis bonjour à tout le monde. On va commencer voilà, sur ce temps-là. Et puis après, je vous laisse mener un petit peu le débat, me poser des questions, et puis je vais essayer d'y répondre aussi bien que je peux. Ça marche, c'est parti alors. Euh, Bonjour à tous. Oui, merci Paul d'avoir accepté notre invitation. C'est un véritable honneur pour nous de t'accueillir. Je pense que avant de vraiment te parler de ton quotidien, de ce qui t'anime, des enjeux dans tes différentes affaires, est-ce que tu peux juste nous retracer très brièvement? Alors, je sais que tu as un parcours très riche, très dense, mais en gros, tu vois, les grosses différentes étapes de ton parcours professionnel pour donner du contexte. Voilà, moi qui me suis vraiment beaucoup et fortement intéressé à ton parcours, tu as été aussi bien chef que formateur, que ensuite chef dans des hôtels très prestigieux. Donc, tu vois, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent de comprendre un peu qui est Paul. D'accord, ben, j'aurais dû réviser cette partie-là, je n'ai pas tout révisé, je vais encore dire des bêtises. Je suis né il y a quelques temps, donc ça je ne donne jamais la date, comme ça c'est réglé. Et j'ai commencé en fait à rentrer dans la profession en 1982, je crois que c'était après le baccalauréat, j'avais un baccalauréat qui n'était pas forcément destiné à faire de la restauration. Et j'ai fait un lycée hôtelier qui était le lycée hôtelier de Toulouse. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des gens de Toulouse ici, j'embrasse tout le monde à Toulouse, avec des gens extraordinaires, notamment avec un professeur extraordinaire qui s'appelait Jean-Pierre Poulin à l'époque. Et donc, il m'a beaucoup appris, et je le mentionne parce qu'on ne mentionne pas souvent les professeurs, des fois en tant que professionnel. Et voilà, puis après, j'ai fait un petit parcours à Paris, qui est un parcours assez classique de jeune cuisinier dans mes premières armes, on va dire de commis à première place de chef de cuisine. Et c'est pour ça que j'aurais dû réviser, parce que des fois, je me plante un petit peu dans les dates. On doit être déjà en 1989, quand je prends ma première place de chef de cuisine. Et puis, j'avais fait quelques maisons qui étaient, à l'époque, il y avait José André à la Maison Blanche, il y avait du Quesnoy,
ma Bourgogne, j'avais la grâce de Dieu avec mon chef Daniel Ballester. Et voilà, et donc après j'avais peut-être un petit besoin aussi de commencer à essayer de m'exprimer. J'avais pris un premier restaurant, je ne suis pas resté d'ailleurs très très longtemps, et ça avait été une affaire assez difficile. Ma première place de chef, c'était un restaurant qui s'appelait La Table d'Harmonie. J'y suis repassé il n'y a pas si longtemps. C'est à Paris, dans le 6e. Il n'y a personne qui s'en souvienne. Ma mère, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est pour faire court dans le parcours. Okay. Et c'est vrai qu'après, j'ai enseigné pendant 3 ans à l'école du CEPROC. J'étais à Paris, une très belle école. Et en tout cas, à l'époque, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, c'était vraiment une très belle époque qui était d'obédience, on va dire, de l'école à l'origine des charcutiers traiteurs en général. Et là, j'ai appris à connaître un métier qui est très beau, qui est magnifique, qui est le métier de charcutier. Puis après, il y avait d'autres choses qui venaient se greffer là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire court ou long, là. Je n'ai pas trop l'habitude, je ne veux pas ennuyer tout le monde avec mes histoires. On était parti plutôt sur le déconfinement et le problème de la crise, donc je ne suis pas là pour vraiment me présenter. Mais ça, c'est pour faire un petit peu court. Et après, premier pas à l'étranger, après l'époque du CEPROC, où je prends ma première place à Hong Kong en tant que chef de cuisine à l'époque avec le Méridien, qui était un restaurant qui s'appelait le Restaurant de France, qui avait été ouvert par Paul Bocuse dans les années 80. Moi, j'ai pris ça en 89, si je ne dis pas trop de bêtises aussi. Et passage à Hong Kong jusqu'en 92 à peu près. Après, j'ai fait une petite démarche. Donc, jusqu'à Hong Kong, c'était 93, quelque chose comme ça. Après, je suis parti. Je fais cours aussi en Australie. J'ai travaillé en Indonésie. J'ai travaillé en Turquie. Je suis revenu en France. De peu de personnes qui m'ont connu à l'époque, quand j'étais en France, j'étais dans un restaurant qui s'appelait le Café Mosaïque, qui était à Paris. Là, j'ai rencontré pas mal de gens, et c'est la première fois où je me fais un petit peu connaître et reconnaître avec des articles qu'on sortait quand on avait fait le Café Mosaïque, et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens, dont Monsieur Lucas, etc. Et voilà, et puis après les choses se sont enchaînées jusqu'en 2005. En 2005, je suis arrivé à Shanghai, et j'ai ouvert avec le Shangri-La à l'époque un restaurant qui s'appelait Jade on 36, où on a fait où on a marqué, voilà, notre territoire un petit peu, des choses très personnelles à Shanghai, avant d'ouvrir avec le groupe avec lequel je suis aujourd'hui. Ce truc n'a ni queue ni tête. Bon, et avec, avec le groupe avec lequel je suis aujourd'hui, qui est le groupe Vol, qui est derrière moi, derrière les restaurants que j'ai à Shanghai aujourd'hui, qui sont Mr. et Mrs. Bun, qui est situé sur le Bund, qui est Pollux, qui est un petit café qui est à Xintiandi, qui est un endroit très populaire à Shanghai, et évidemment Ultraviolet. Je vous parle d'Ultraviolet aujourd'hui. Je suis dans un petit bureau qui est à peine séparé de la salle du restaurant. Et voilà, donc Shanghai depuis 2005, ça fait 15 ans. Ok, merci pour ce résumé. C'était dense mais hyper complet. Est-ce que tu peux juste nous préciser, Ultraviolet, c'est un concept unique dans le monde? C'est ta première. C'est un concept unique. Il y a eu quand même des versions qui se sont quand même un petit peu inspirées d'Ultraviolet. Puis on reçoit tous les gens, on reçoit sans arrêt des nouvelles de restaurants qui sont un petit peu dans la veine de ce qu'on a fait au démarrage avec Ultraviolet. Alors Ultraviolet, on l'a ouvert officiellement en 2012. Et c'est ta première affaire? Pardon? C'est la première affaire ou tu as d'abord, chronologiquement, tu as fait dans quel ordre? Non, chronologiquement, quand je suis à Shanghai, en 2005, j'ouvre avec Shangri-La Jade on 36. Après, en 2008 ou 2009, j'ouvre Mr. and Mrs. Bun, qui est toujours notre grande brasserie. On verra tout à l'heure parce que je vais peut-être parler des restaurants, donc c'est peut-être bien que je les présente un petit peu là-dessus. Oui. Et dans le mouvement, parce que c'était un peu la raison pour laquelle j'étais parti avec ce groupe qui sont nos partenaires aujourd'hui. J'ai ouvert Ultraviolet. On a beaucoup patiné pour ouvrir Ultraviolet. C'est un projet qui avait pris il y a 2 ans presque de retard, parce que c'est un tout petit projet, mais c'est en même temps un projet très complexe, en tout cas la première fois pour ouvrir. Aujourd'hui, on sait comment on fait. Et donc, on a ouvert Ultraviolet en 2012 officiellement. Et officieusement, on donne toujours la date de 2011 avec notre premier client qui était Alain Ducasse, et le seul déjeuner qu'on a ouvert d'ailleurs à Ultraviolet. Voilà. Ok. Maintenant que tu as planté un peu les
Alors, est-ce que tu peux nous parler des différents restaurants, des différentes spécificités, qu'on comprenne en gros leur mode de fonctionnement? Et ensuite, je laisserai Xavier reprendre la main pour que tu nous expliques un peu les implications que ça a eu, la fermeture, puis finalement les nouvelles mesures et la réouverture. D'accord. Alors, je présente brièvement aussi Ultraviolet. Donc, Ultraviolet, c'est une table de 10 couverts seulement. Elle est ouverte 5 soirs par semaine. Et donc, en fait, on a une équipe d'une trentaine de personnes qui s'occupent de 10 couverts. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez considérable. Voilà, c'est un petit peu notre fer de lance ici. C'est quelque chose qui est très, très personnel au niveau en tout cas de la cuisine. C'est ce qui représente le plus ma personnalité de cuisinier, fatalement. Il y a quelques menus qui ont été développés aujourd'hui. Les menus sont d'environ une vingtaine de plats. Et voilà, les gens s'assiedent. La caractéristique d'Ultraviolet, c'est qu'à un moment donné, on contrôle à la fois l'offre et le temps. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de venir nous rejoindre à une heure qui est définie et on leur impose un menu. Et ces deux atouts qui sont vraiment des atouts très importants en cuisine pour maîtriser la cuisine à son meilleur niveau et pour pouvoir servir les plats, ce que j'aime bien dire, au pic du plat, nous permettent aussi de doser et de tailler sur mesure une atmosphère sur chaque plat. Voilà, ça c'est pour faire court un petit peu sur Ultraviolet. Et donc cette atmosphère, elle est taillée sur mesure avec la lumière, la projection, des projections d'odeur, etc. Alors ça fait un petit peu carnaval quand je dis comme ça. Je pense que peut-être c'est bien que les gens voient un petit peu ce qu'on fait, c'est plus facile à comprendre. Donc ça, c'est un restaurant qui est très particulier. C'est le restaurant qui a 3 étoiles donc. Et puis après, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les autres restaurants qu'on a. Ils sont très, très complémentaires d'ailleurs les uns des autres. Il y a Mr. et Mrs. Bun qui a été donc le premier à ouvrir. Mr. et Mrs. Bun, il faut se l'imaginer comme une grande brasserie. Alors je dis brasserie, même si le terme anglais qu'on a pris, c'est Modern Eatery, dans le sens où c'est d'obédience française en termes de colonne vertébrale, mais ça reste quand même assez libre. C'est-à-dire que dans Mr. et Mrs. Bun, il y a beaucoup de plats. J'ai commencé avec un restaurant qui était sur le modèle du restaurant chinois. C'est-à-dire qu'en fait, on était parti avec 350 plats à la carte. Voilà. Et encore, je n'étais pas en forme, j'avais écrit 1000. Et donc, on est parti sur un principe qui est le principe de la variation sur un thème. C'est-à-dire qu'on disait à un moment donné qu'on peut mettre des cèpes sur un turbo, mais des cèpes, ça peut très bien aller sur une côte de veau. Donc, fatalement, on se retrouvait avec plusieurs recettes de côte de veau, plusieurs recettes de turbo, etc., etc. On a quand même un petit peu réduit les choses aujourd'hui, mais on se retrouve, c'est quand même une carte qui a 120, 130 produits à la carte, en sachant qu'il y a aussi, par ce principe un peu de variation sur un thème, on se retrouve finalement avec une somme de produits qui n'est pas forcément plus importante, par exemple, qu'à Ultraviolet, avec beaucoup moins de plats. Et donc, voilà, c'est une belle brasserie sympathique, très décontractée, avec une musique qui est adaptée et qui n'est ouvert normalement que le soir. C'est ouvert 7 soirs par semaine, mais normalement, nous ne sommes ouverts avec Mr. et Mrs. Bun que le soir. C'est une brasserie qui va faire en moyenne, on va dire 200 couverts avec des débuts de semaine à 150 couverts, des fins de semaine à 300 couverts. Ça, c'est le rythme normal de Mr. et Mrs. Bun. J'en parle un petit peu parce que c'est peut-être ce qu'on va voir tout à l'heure par rapport à l'activité d'aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, et le dernier concept qui a été ouvert, c'est Pollux. Alors, Pollux, c'est Petit Paul pour les gens qui étaient sympathiques à l'époque, parce que sinon, ils m'appelaient Popol. Donc, Pollux, c'était le diminutif sympathique de Petit Paul. Je m'appelle Paul, je le dis pour les gens qui puissent se connecter à ce que je raconte. Et alors, j'aime beaucoup Pollux. Pollux, c'est un petit peu la version simplifiée de ce qui est Mr. et Mrs. Bun, qui est plus bourgeois, plus travaillé. Et c'est l'archétype du café français tel qu'on peut se l'imaginer avec ce qui est un café, c'est-à-dire une espèce de ligne conductrice rouge qui va être une carte de snack dans laquelle il va y avoir un club sandwich, un croque-monsieur, un burger, des choses qui courent toute la journée. Et après, deux tempos qui sont le déjeuner et le dîner, qui sont plutôt dans un style, on va dire, bistrot, mais assez épuré, avec des grands classiques français. Donc, c'est pas mal d'exercices de style, avec un steak frites, des choses assez basiques, mais la grande difficulté, c'est de faire avec ce qu'on considère quelquefois comme un genre mineur,
et à tort, parce que j'adore ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça. On a essayé de mettre les moyens pour faire de ce genre mineur de façon beaucoup plus précise que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, et c'est une somme de petits détails qui fait que dans l'ensemble, on essaie de se donner les moyens de faire une très belle soupe à l'oignon, de faire un très beau jus avec des frites fraîches, etc. Donc, je passe aussi, je ne sais pas si c'est bien de condenser les choses comme ça, et j'ai toujours un petit peu peur d'ennuyer les gens qui vont se retrouver avec nous par rapport au sujet qu'on doit aborder. Hein. Mais Ouais. C'est pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Très bien. Non, je Merci. pense que c'est hyper important de connaître déjà quelle est ton activité et quel type de cuisine tu fais dans tes établissements pour pouvoir ensuite parler un peu plus du contexte actuel. Peut-être une question qu'on peut se poser en tant que chef français, pourquoi tu as choisi la Chine? Pourquoi tu as choisi d'aller t'installer là-bas? Bah, c'était une question d'opportunité à un moment donné. C'était vraiment la difficulté de trouver la liberté de travailler. La liberté de travailler, ça passe aussi par les moyens de travailler. Et c'est vrai que la première place m'offrait tout ça. Et que peut-être si j'avais attendu d'avoir la même chose en France, j'aurais attendu longtemps. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être rentrer directement dans le sujet, que je pense qu'il y a des gens qui sont un peu anxieux. Et je comprends le côté un petit peu anxiogène de la situation. Et je ne sais pas comment. Je n'ai pas la prétention de pouvoir aider qui que ce soit, mais je peux en tout cas expliquer un petit peu la façon dont les choses se sont passées, si vous voulez, à Shanghai. Je ne sais pas si après on peut transposer les modèles de ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si vous voulez rentrer directement dans le détail de la façon dont les choses se sont passées, avec presque 2 mois de décalage finalement sur. Exactement. On peut repartir un peu du début. En France, le samedi 14 mars, on a annoncé la fermeture des restaurants à minuit. Comment ça s'est passé en Chine? Et toi, comment tu as vécu les choses? Alors voilà, alors en Chine, ça ne s'est pas du tout passé de façon aussi abrupte, pour pas dire brutale, pas forcément dans mon mauvais sens du terme, qu'en France. Ça a été quelque chose de très progressif. Et quand je dis en Chine, encore une fois, il faut distinguer la Chine presque en tant que grand pays, presque continent en soi, et chaque ville en fait qui ont été gérées de façon très différente. Alors Shanghai a été assez épargné en fait par la crise quand on regarde au vu de l'immensité de cette ville. Et au vu des chiffres qu'on a eus, alors on peut toujours discuter de cette histoire de chiffres, je sais que ça fait débat, en tout cas en Europe, mais c'est vrai que ça a été contrôlé à partir du moment où l'alerte a été donnée, c'est-à-dire que ça s'est passé vraiment, moi j'étais en France, j'étais d'ailleurs en train de tourner la finale de Top Chef à un moment donné, c'était fin janvier, et c'est à ce moment-là en fait que les choses ont été mises en place, que l'alerte a été donnée, et que les premiers avions d'ailleurs internationaux se sont arrêtés de faire leur trajet sur la Chine. Et les premières mesures qui ont été mises en place, en fait, elles ont été en fonction de chaque quartier de Shanghai, il y avait des mesures qui étaient différentes. Donc, il n'y a pas eu de confinement percé, c'est-à-dire à un moment donné une nécessité de dire à la population restez chez vous, ne sortez pas, ne serait-ce que pour aller acheter quelque chose au supermarché. Enfin, je fais le parallèle avec un petit peu ce qu'il y a en France. Ouais. Ça a été relativement géré de façon libre, en sachant que du jour au lendemain, à partir du moment où l'alerte a été donnée, je pense que la population qui est quand même quelque part plus habituée à ce genre de situation, au vu de ce qui s'est passé avec ce qui a été le SARS, comme on dit ici, le SRAS, comme on dit peut-être en France, ça a été immédiat, c'est-à-dire que tout le monde a porté des masques du jour au lendemain. Le jour où j'ai pris l'avion pour aller en France, tout le monde portait des masques. Et d'ailleurs, ne pas porter de masque ce jour-là, c'était offensant. Il n'y avait pas de décret qui imposait le port du masque, ça s'est fait par la suite, mais ça a été immédiat. Toutes les mesures de prévention dont on parle, qui finalement sont assez primitives, mais elles ont été mises en place immédiatement. Le principe de lavage de mains, le principe de prise de température, le principe du masque. Alors le masque, c'est quelque chose qui était beaucoup discuté à l'époque, le fait de dire est-ce que toute la population doit porter des masques, parce que finalement c'est parce que là, ne nous protège pas réellement, mais peut-être que ça a quand même beaucoup protégé la diffusion du virus au niveau de ce qui était les porteurs sains, parce que je vois qu'aujourd'hui on discute beaucoup justement du fait
qu'il y a beaucoup de porteurs sains qui pourraient avoir diffusé le virus sans le savoir. Et ça a été quelque chose, finalement, on le comprend après coup, qui a quand même beaucoup protégé la population. Après, pour amener les choses un petit peu au niveau des restaurants, ça s'est fait encore une fois par quartier, parce que Shanghai est une très grande ville, et je prends un exemple directement. Quand je vois Ultraviolet, par exemple, était dans une zone qui a été beaucoup plus stricte en matière d'application de ce qu'on va appeler le confinement que les autres zones. Et par contre, quand je suis rentré à Shanghai, je n'ai pas pu rentrer à Ultraviolet avant d'avoir l'espèce de passe vert qui est un pass qui signifie que vous êtes à Shanghai depuis plus de 14 jours. Voilà. Ces passes-là, alors je ne sais pas si vous avez l'équivalent en France aujourd'hui, c'est basé sur simplement sur vos téléphones portables qui arrivent à vous géolocaliser. Et simplement, pendant 30 jours, j'avais le détail des endroits où j'étais allé. Donc, tant qu'il y avait marqué que j'étais allé en France, que j'étais allé en Espagne et que j'étais allé à Shanghai, il a fallu attendre 14 jours, par contre, pour moi, pour rentrer à l'intérieur de l'ultraviolet. Sinon, je ne pouvais même pas passer à l'intérieur du building. Et chaque building, en fait, que ce soit des restaurants, que ce soit des business, que ce soit des supermarchés, a appliqué immédiatement la règle de ces 14 jours de confinement. D'ailleurs, qui est peut-être un petit peu arbitraire. On se rend compte que 14 jours, c'est un chiffre qui est pris comme ça en fonction d'une forme d'expérience, mais ce n'est pas forcément la réalité de ce qui est vraiment comment on dit, la maladie, la période d'incubation. Voilà. Donc ça s'est passé de façon différente dans chaque quartier, en sachant que on était dans une période très spéciale en Chine à un moment donné. On était en plein Chinese New Year, Nouvel An chinois. Excusez-moi, des fois je le fais un petit peu en anglais. En sachant que cette période est très très spéciale en Chine, c'est une transhumance énorme. C'est-à-dire que tous les gens à ce moment-là voyagent, repartent dans ce qu'ils appellent leur village, en sachant que les villages, des fois, c'est quelques millions d'habitants. Et ça a été très compliqué à gérer parce que beaucoup de gens étaient partis, beaucoup de nos employés n'étaient pas revenus, beaucoup de nos employés ne pouvaient pas revenir parce qu'ils étaient dans des zones qui, elles, étaient bloquées. Donc, en fait, entre le moment du début de la crise, on va le dater pour faire simple, au début février, même si c'était plutôt fin janvier, et le moment de la reprise, on n'a pas pu reprendre par contre notre activité à ultraviolet avant le 10 mars. Donc, ça a duré pratiquement 6 semaines avant de pouvoir être éligible à la reprise de notre activité professionnelle. En sachant qu'à côté, j'ai pu garder ouvert pratiquement tout le temps Pollux et Mr. et Mrs. Bun aussi. Alors, on ne les a pas ouverts à un moment donné parce que l'activité au niveau des clients était tellement faible que c'était impossible, en fait, presque d'ouvrir. On n'avait absolument aucun client. Ça a été une mesure de prévention, encore une fois, qui n'était pas imposée, mais à partir du moment où le gouvernement chinois avait dit aux gens ne sortez pas, n'allez pas au restaurant, ne faites pas des réunions festives, etc., etc., ça a été terminé. Le business est tombé du jour au lendemain. On a fait des chiffres que je n'ai jamais vus. Et même en fermant, on a fermé Mr. et Mrs. Bun 3 semaines. Pollux, on l'a fermé seulement 1 semaine. On a eu des chiffres qui étaient invraisemblables. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que le fameux restaurant qui est Mr. et Mrs. Bun, avec cette moyenne de 200 couverts jour, on est tombé avec des soirées à 5 couverts. Je n'avais jamais vu ça depuis que je suis à Shanghai. Donc ça a été en fait, j'étais obligé quelque part de réouvrir les restaurants en sachant que les mesures gouvernementales d'aide ne sont pas les mêmes que celles qu'on a en Europe. On n'a pas du tout cet accès. Et il y a des choses qui sont… Alors, je suis désolé de dire ça parce que les gens, je comprends que les gens souffrent en France et c'est très problématique. Et même s'il y a des aides, il y a des vrais problèmes de trésorerie et il y a des vrais risques de fermer son business et surtout probablement pour les petites unités. Mais en même temps, il y a quand même un vrai support. Alors, la Chine, je ne dirais pas que la Chine n'a rien fait. Mais ça a été quelques supports au niveau, on va dire plutôt des taxes, des déférés de taxes ou des choses comme ça. On n'a pas grand-chose en fait après pour nous aider au niveau de nos employés. Donc il a fallu qu'on relance les choses, qu'on jongle sans arrêt et on continue à jongler en fait
avec les emplois du temps, les gens qu'on fait travailler, les gens qu'on ne fait pas travailler. On a perdu des gens. On a essayé d'éviter, nous, de mettre des gens à la porte. Et là, je dois quand même dire merci aux financiers qui est derrière notre groupe, parce que c'est pas évident du tout. On aurait très bien pu, et d'ailleurs, je le dis très clairement, on n'est pas sorti du tunnel. On aurait très bien pu, dans ces circonstances-là, fermer notamment Mr. et Mrs. Bunn, qui est ce restaurant qui a le plus souffert finalement de cette crise, pour plein de raisons. Alors, peut-être les gens ne connaissent pas Shanghai, mais c'est quand même important de mesurer ces raisons. Mr. et Mrs. Bunn est sur le Bund de Shanghai. Le Bund de Shanghai, c'est un petit peu, on va dire, l'avenue Montaigne parisienne, c'est-à-dire que c'est vraiment sur la rivière, en face de la fameuse tour qu'on voit quand on voit des images de Shanghai, l'espèce de Pearl Tower. Et c'est vrai que c'est un petit peu le symbole de la puissance de Shanghai, c'est un peu les endroits les plus chics, les plus chers. Et à partir de là, on sent qu'il y a une désaffection énorme en fait des gens pour ces lieux qui sont d'habitude des lieux de fête, des symboles de réussite. Et on sent qu'il y a une vraie réticence économique, et c'est même pas une question de moyens. Il y a des gens qui ont des moyens énormes à Shanghai en tant que clients, mais c'est vraiment le fait de ne pas même, comment dire, choquer le reste, de garder une forme de pudeur par rapport à la façon dont on sort. On ne célèbre plus les choses aujourd'hui. Le restaurant, qui est ce lieu où finalement c'est l'antithèse du coronavirus, le restaurant, c'est le lieu de réunion où on va partager un bon moment, c'est le contraire de la distanciation sociale. C'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas le coronavirus. Et on a senti qu'on était vraiment l'antithèse du coronavirus dans nos opérations. Voilà. On va parler un peu de… Non, mais c'est super intéressant et merci pour tous ces détails. Et on va parler évidemment de la reprise et comment ça se passe, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être utiles pour les semaines qu'on va vivre en France. Tu disais qu'il n'y avait pas d'aide particulière en Chine. Ça veut dire que vraiment pas d'équivalent du chômage partiel, pas de prêt d'État, etc. Il n'y a vraiment rien qui a été fait pour aider les restaurateurs. Encore une fois, je ne dis pas rien, mais ce ne sont pas du tout les mesures équivalentes de ce qui se fait en France notamment. Mais en même temps, c'est un peu normal. Le système social français, on sait qu'on paye beaucoup d'impôts en France. Il faut bien que quand même il y ait une contrepartie à un moment donné. Par contre, on est tous soumis au même problème maintenant par rapport aux loyers. Les loyers en Chine, on a la possibilité de négocier de gré à gré avec les bailleurs. Il y a quelques efforts qui ont été faits, mais c'est vrai que c'est invraisemblable quelque part de payer des loyers dans des lieux qui sont très chers, alors que finalement, nos opérations ne fonctionnent plus du tout, même si on essaie de les garder ouvertes pour les garder en vie. Voilà. Paul, moi, je voudrais te poser une question vraiment très pratique. L'audience qui nous écoute, c'est majoritairement des propriétaires de restaurants ou des chefs propriétaires. Je pense que dans le cadre du confinement, ils se posent pas mal de questions et je pense que si tu pouvais nous donner, nous partager ta vision en le structurant de deux manières, je pense qu'il y a tous les gestes barrières, la distanciation sociale, il y a la partie côté client et puis il y a la dimension back-office, gestion des cuisines. Et si tu pouvais nous donner un peu, tu vois, toi, ta vision, ce que tu as mis en place, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Et après, peut-être, si en fonction des différents établissements que tu as, il y a différentes mises, tu as adapté en fonction de tes typologies de restaurants, ça serait vraiment très intéressant pour nous, si tu peux nous partager tout ça. Alors, je ne sais pas si je vais répondre bien à la question, parce qu'elle est à la fois un petit peu large et peut-être un peu plus compliquée à comprendre. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi des gens. Au niveau des mesures, finalement, je crois que les gens savent un petit peu aujourd'hui quelles sont les mesures à mettre en place. Alors, si je parle des mesures d'hygiène au niveau client, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une espèce d'accord commun à Shanghai en fonction, je dirais presque quel que soit le type de business qu'on a, qui est mis en place, où on a effectivement tous le port du masque. Alors, je dis quelque chose qui est important aujourd'hui. On porte tous le masque. Alors nous, en cuisine, on porte tous le masque. Ça, c'est une différence avec ce qu'on fait d'habitude, même si les règles d'hygiène qui sont imposées, en tout cas aux restaurants, qui sont des restaurants comme les nôtres à Shanghai, sont
sont quand même très très strictes. Elles sont même plus strictes que ce qui se passe en Europe aujourd'hui. D'accord? Donc effectivement, en cuisine, on porte tout le masque, mais le service aussi également porte tous le masque. Donc vous avez aujourd'hui, et encore dans ce qu'on appelle le déconfinement, en sachant qu'il n'y a pas eu de déconfinement brutal à proprement parler, puisqu'il n'y a pas eu de confinement brutal à proprement parler. On est libre aujourd'hui d'ouvrir. Shanghai, c'est clair, il y a du monde dans les rues. Quand je suis arrivé, il n'y avait absolument personne. Mais ça ne veut pas dire que nos restaurants fonctionnent à plein régime. Et encore une fois, selon les spécificités de chaque restaurant, on sent bien que c'est quelque chose de plus approprié à la situation anxiogène qui fait que on est tous liés internationalement. Il y a des raisons économiques pour lesquelles le business ne reprend pas. Je vais donner un exemple très simple. La Chine vient de fermer ses frontières à tous les étrangers. Donc nous, on est privés de notre clientèle internationale et qui est quand même une clientèle très importante à notre niveau. Ça n'intéresse pas forcément tous les gens qui sont à droite et à gauche dans chaque région de France. Mais encore une fois, j'imagine que de se priver, par exemple, du tourisme, à un moment donné, ça va affecter énormément de business. Il ne suffit pas de réouvrir en se disant « c'est reparti ». Je ne sais pas, j'espère, je souhaite que les choses sont différentes. Je pense notamment à la mentalité des Français. Je pense que les Français, à partir du moment où on va les déconfiner et qu'on leur donnera la liberté de retourner manger au restaurant, bon, ils aiment tellement ça, ça fait tellement partie de ce qu'on appelle l'art de vivre à la française, que moi, le premier, si on me disait ça, bon, la première chose que je fais, je vais au restaurant. Mais enfin, entre ce mouvement, qui est un mouvement un peu de réaction à la frustration, et la réalité économique sur le long terme de la reprise en fonction des moyens financiers, en fonction de l'ouverture du pays, en fonction de ce qui se passe ailleurs, puisque finalement, encore une fois, tout ça est très très lié. On le voit aujourd'hui vraiment à Shanghai, on est en tête de peloton, si on peut le dire comme ça, et on va quelque part finalement subir les contre-coups de cette histoire de virus jusqu'à la fin de la situation globale. On ne pourra pas respirer de façon naturelle tant qu'il y aura des pays qui sont encore affectés. C'est une réalité. Donc là, j'essaie de ne pas trop me perdre quand même. Excusez-moi, remettez-moi en place quand je me perds. Non, mais okay. Alors, juste moi que je comprenne bien, ouais. de ce que tu dis, je comprends bien. Tu n'as pas à date en Chine, en tout cas à Shanghai, de contraintes sanitaires strictes. Ah si, il y a eu quand même des contraintes sanitaires strictes au niveau des restaurants. Donc, dans les mesures que j'ai données tout à l'heure, la prise de température obligatoire, à l'entrée du le port du masque obligatoire, nettoyage des mains par alcool, etc., obligatoire avant de s'installer, systématique pour tout le monde avec cette espèce de petite frayeur finalement qu'on a tous développé, un peu presque de paranoïa à partir du moment où on touche un morceau de métal, tout le monde a sa petite bombe, tout le monde se désinfecte, etc. Après, quand les gens s'assiedent au restaurant, on a eu pendant un certain temps ce que je pense que le gouvernement veut mettre en place en France, une forme de distanciation sociale à l'intérieur du restaurant, c'est-à-dire que par exemple le Pollux, qui est un restaurant qui aurait pu beaucoup mieux marcher plus rapidement que les autres, en fait on nous a presque interdit d'avoir notre business au maximum de ce qu'on pouvait faire parce qu'on a dû enlever une table sur deux pour avoir une distance de 1 mètre entre les gens. J'ai appliqué aussi à ultraviolet, ce qui est extrêmement rare quand on a repris le business déjà avec plusieurs semaines de retard. On a limité les tables à 8 couverts, alors que d'habitude c'est 10 couverts. Alors ça a l'air de rien, mais 8 couverts, ça nous permettait d'avoir cette distance réglementaire entre chacun de nos clients. Donc il y a eu tous ces phénomènes qui ont été mis en place. Je pense qu'ils peuvent être peut-être efficaces. C'est pas à moi de donner mon avis là-dessus, mais en tout cas au niveau psychologique, ils permettent aux gens d'avoir une forme, voilà, de sécurité. Ils se disent, ces gens-là appliquent des règles d'hygiène, donc je pense que c'est quand même plus safe d'aller dans ces restaurants qui, quelque part, sont très stricts en matière d'hygiène. Et ça va durer pendant un certain temps. Et c'est encore aujourd'hui, ça se libère un peu, on le sent, mais on est encore sous-tendu avec cette histoire quand même de distanciation sociale dans les lieux publics. Et évidemment, l'hygiène va être est déjà au cœur des préoccupations des clients.
comment tu fais pour que l'expérience de tes restaurants ne devienne pas celle d'un hôpital et qu'on reste quand même dans une notion de plaisir et de convivialité malgré tout? Alors, on essaie de bien faire le manger. On essaie de faire du bon manger. Non, mais Retour à la base. Non, non, mais ce sera jamais un hôpital, heureusement. Et voilà, donc, la différence, c'est que, encore qu'il y a des hôpitaux qui sont pas si mal que ça, mais c'est vrai que c'est pas charmant au niveau du service, mais encore une fois, je pense que c'est une situation globale, c'est pas une situation particulière. À partir du moment où on partage les contraintes avec tout le monde, les gens comprennent quand même très très bien les raisons pour lesquelles le serveur vient vous voir avec un masque. Et je dirais même qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui le rassure. Ouais. Donc, c'est important d'appliquer ces mesures pour rassurer aussi les clients. Et ça devient quelque chose presque de supérieur à la beauté d'un sourire et d'un bel accueil. Voilà, alors on essaie quand même de sourire derrière les masques. On avait pensé mettre des petits smileys sur les masques, mais franchement, on s'est dit c'est pas le moment de faire des blagues. Voilà, puisque finalement c'est quelque chose qui est vraiment réellement anxiogène pour tout le monde. Paul, je t'entends beaucoup parler de, excuse-moi Xavier, je t'entends beaucoup parler d'assurance client. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie de communication, je sais pas, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez mis en place une stratégie justement pour assurer les clients, pour leur faire bien comprendre que vous avez mis en place tous ces gestes barrières, que venir manger chez vous c'était safe, et est-ce que vous avez mis en place des choses particulières? Alors, on n'a pas accès, on a hésité pendant un moment, mais on n'a pas accès à notre communication sur ce point de vue, puisque finalement, c'était quelque chose qui était assez générique et global. Et donc, c'est quelque chose qui nous a tous réunis à partir du moment où les restaurants sont ouverts. Ils sont soumis à ces règles d'hygiène et elles sont appliquées pratiquement dans l'intégralité de ces restaurants, avec des différences, encore une fois, entre les niveaux quelque part de moyens de certains restaurants, mais ça a été appliqué de façon commune. Par contre, pour parler directement, j'ai vu passer plusieurs questions sur quelques mesures qu'on a fait, etc. Ouais. Et on continue, on perd un temps fou en fait à essayer d'adapter au jour le jour nos opérations en fonction de la demande. On a fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui va rester. On a fait un service de livraison à domicile, de delivery, de livraison à domicile. Alors encore une fois, faire de la livraison à domicile, alors que c'est quelque chose qu'on nous a demandé très très souvent, c'est pas forcément la situation, la solution au problème, parce que tout d'un coup, tous les restaurants se sont mis à faire de la livraison à domicile. Et donc, il y a eu tellement de gens sur le marché que on ne peut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent et que ça compense notre perte client, mais vraiment, on va chercher les clients un par un. Donc, si on fait 10 livraisons par jour, c'est 10 clients de plus pour nous. Et ce n'est pas tellement à ce niveau-là que ça s'est joué. Ça s'est joué par rapport à la dynamique qu'on crée dans le restaurant et avec les équipes. Pour moi, c'est important qu'on continue, tant qu'on est ouvert, à avoir des projets, à faire travailler les gens. Je ne veux pas que les gens soient là, les bras croisés. Je veux que tout le monde travaille. Et c'est des grosses équipes. Mr. et Mrs. Bunn, c'est une centaine de personnes. Donc, à un moment donné, oui, on a mis des gens en congé. Oui, il y a des gens qui sont partis. Mais les gens qui sont là, ils ont tous du travail. Et en fait, on essaie de ne pas brasser de l'air. On essaie de construire des choses qui nous servent maintenant, qui vont peut-être nous servir après. On a ouvert, par exemple, alors ça semblait un petit peu ridicule de dire j'ai ouvert le déjeuner, mais je n'avais pas le déjeuner ouvert avec Mr. et Mrs. Bunn parce que ce n'est pas forcément d'abord un bon rapport en termes de business à Shanghai sur les déjeuners qui sont souvent très peu chers et qui nous auraient obligés avec des équipes qui tournent à 8 heures par jour. Nos cuisiniers, bon, je ne parle pas des gens, des expatriés, du management, etc. Mais il y a des mesures sociales qui sont quand même très respectées à Shanghai et nos cuisiniers travaillent 8 heures par jour, un petit peu plus avec l'histoire du repas. Et donc, on essaie de respecter ces horaires. Et donc, à partir du moment où on ouvre déjeuner, c'est presque une équipe de plus qu'il faut mettre en place. Donc là, on a vraiment complètement changé les horaires de fonctionnement du restaurant, puisque le soir, les gens, et encore aujourd'hui, ne reviennent pas volontiers en semaine au restaurant. Ils sortent le midi parce que de toute façon, comme les business sont ouverts, que les gens vont travailler
le déjeuner est devenu quelque chose de plus important que le dîner. Et donc, on a ouvert au déjeuner et on s'est débrouillé pour caler les choses sur une équipe et demie, en ouvrant le soir très tôt. Ça, c'est une caractéristique de la Chine. Les gens sortent à partir de 5h30, en tout cas les locaux sortent à partir de 5h30. Et en réduisant nos horaires sur le soir, d'habitude on est ouvert jusqu'à 11h du soir. Là, on a limité à 8h30. Le restaurant reste fermé. Mr. Mrs. Bun reste fermé aujourd'hui 2 jours par semaine, ce qui d'habitude est ouvert 7 jours par semaine. Et on adapte, on va adapter au fur et à mesure parce que on ne peut pas dire que les choses vont venir d'un coup. Je ne vais pas tout d'un coup dire, tac, on est passé à 7 jours, là c'est terminé le déjeuner, on repasse sur le dîner. On ne peut pas dire qu'on soit capable aujourd'hui de jauger la situation économique pour dire ça y est, c'est reparti. Ouais. On sent que ça vient, on sent que c'est progressif, on sent doucement chaque semaine une progression, mais c'est assez lent. Alors, j'espère que je ne suis pas là pour... c'était pas du tout le but de l'opération, de dire aux gens que ça ne va pas être facile. J'espère que ça va être beaucoup plus facile en Europe, que ça va être beaucoup plus facile en France. Et encore une fois, les cas de figure ne sont pas comparables, les mentalités sont différentes, et même s'il y a beaucoup d'étrangers à Shanghai, je pense que les choses se passeront de façon très différente d'un pays à l'autre. Ici, c'est quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est très progressif, en espérant que ça se passe de façon plus rapide ailleurs. Mais il faut peut-être s'attendre quand même à adapter son business et vraiment à essayer de récupérer ses clients un par un. Et justement, tu disais que dans tes restaurants, tu avais une part de ta clientèle importante de touristes, d'étrangers. Là, en ce moment, il n'y en a plus. Comment tu as fait pour réattirer finalement des clients locaux? Je pense que c'est une question que se posent beaucoup de restaurateurs en France, vu qu'on s'attend à un été avec 100 touristes. Comment tu gères ça? Et puis peut-être aussi une autre question, mais qui est liée. Vu que la reprise se fait progressivement et qu'au démarrage, tu n'es pas à 100% du chiffre d'affaires par rapport à la normale, pas du tout. Est-ce que tu as dû faire des adaptations aussi au niveau des coûts, au-delà de l'équipe, mais est-ce qu'il y a d'autres changements que tu as dû faire pour t'adapter justement à cette reprise progressive de l'activité? Voilà. Alors, je mets de côté tout de suite Ultraviolet, qui est une situation un petit peu particulière. C'est un tout petit restaurant. Ultraviolet, on n'a pas vraiment de problème pour remplir Ultraviolet. Il y a des couverts, même si c'est très cher. Il se trouve que c'est un restaurant qu'on n'arrivait pas à réserver. C'était booké 4 mois à l'avance. Ça n'est plus réservé 4 mois à l'avance. C'est peut-être le distinguo qu'on a aujourd'hui. Mais avec la clientèle locale, on remplit nos tables à Ultraviolet. Donc, je mets ça de côté. Quand je parle de Pollux, le petit café français, lui, il est très bien placé. Et un argument important de Pollux, c'est qu'il a une terrasse et que c'est en plein air. Je dis ça parce que ça a l'air de rien, mais quand on parle de choses un petit peu primitives, c'est vrai. Alors, c'est aussi un petit peu psychologique, mais le fait d'être dans un lieu très aéré, ça donne confiance aux gens et ils s'assiedent beaucoup plus volontiers dans un lieu aéré que dans un lieu beaucoup plus petit et beaucoup plus confiné. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué et c'est une réalité au travers de la majorité des restaurants de Shanghai. Après Mr. Mrs. Bun, qui est une belle brasserie, mais quand même qui est fermée en soi. Sur le bun, encore une fois, tout ça c'est très compliqué, donc toutes nos mesures sont vraiment consacrées là-dessus. On pense que les autres vont récupérer à 80-90% du business à partir du mois prochain. Mr. Mrs. Bun, c'est une autre affaire, effectivement. Non seulement on a ouvert au déjeuner, on fait du delivery, du takeaway, la vente à emporter, et on a également ouvert nos prix. Alors, on a gardé un principe de prix qui reste potentiellement élevé à la carte, les prix classiques de ce qu'on avait, mais on propose effectivement et on met en avant surtout des menus et des combinaisons qui sont beaucoup moins chers que d'habitude. Et d'ailleurs, on remarque que Mr. et Mrs. Bun, qui fait beaucoup moins de monde que d'habitude, fait non seulement beaucoup moins de monde, mais a un ticket moyen qui est 2 fois moins élevé en moyenne que d'habitude. C'est une vraie demande. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit qu'une question de moyenne des gens, mais je le vois pas à tous les niveaux, à mon niveau aussi, je le vois qu'on n'est pas aussi tranquille pour aller claquer 100 € au restaurant. C'est quelque chose où il y a une forme de rétention. Les gens sont heureux d'aller au restaurant et de se dire j'ai une belle affaire, c'est beaucoup moins cher que d'habitude. Ça fait revenir des gens. Ça fait revenir la clientèle locale. Quand je dis la clientèle locale, c'est à la fois la clientèle chinoise et la clientèle expatriée locale. Et c'est vrai que
certains qui avaient hésité à venir ou qui venaient passer souvent reviennent plus souvent. Et donc, on construit un petit peu au fur et à mesure. Il faut une forme vraiment d'humilité. Il ne faut pas essayer de passer en force là-dessus. Il faut vraiment s'adapter. Je dis ça parce que je ne cherche pas toujours à m'adapter. Des fois, on cherche à imposer ce qu'on veut faire et quelquefois, les choses qu'on veut faire demandent des moyens et donc supposent d'avoir des prix adaptés à ces moyens. Là, on n'a pas le choix. Là, il vaut mieux faire un client à 3 fois moins cher que d'habitude, mais qui vienne, qui s'assied et qui revienne et que doucement les chiffres augmentent. C'est une adaptation, je dis encore une fois, permanente parce qu'on le gère vraiment au jour le jour. Est-ce que c'est… Oui, non, c'est hyper intéressant de savoir que même voilà, un chef comme toi a dû revoir ses prix et que c'est un moyen efficace d'attirer à nouveau la clientèle locale. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très inspirant pour tous. Tu vois que Voilà. la clientèle, l'ultraviolet, elle a changé. La clientèle a changé. Je ne sais pas si la clientèle, elle peut changer aussi facilement ou non. La majorité des gens qui viennent et qui reviennent à Mr. et Mrs. Bunn, par exemple, sont des gens qui sont déjà venus, la majorité. D'accord ? Il y a eu un petit phénomène comme ça de nouveautés qu'on aurait pu aller chercher d'ailleurs dans un temps normal. C'est intéressant de voir qu'il y a des mesures qu'on peut faire aujourd'hui qui pourraient s'appliquer par la suite pour essayer d'aller chercher une nouvelle forme de clientèle. Mais le fait, par exemple, qu'on ait baissé certains de nos prix, ça a voilà, suscité de la curiosité et ça a permis à des gens qui n'étaient jamais venus, par exemple, de venir manger dans cette brasserie. Donc, il n'y a pas un vrai changement de clientèle aujourd'hui. Il faut juste essayer d'inciter vraiment les gens à revenir chez nous parce que maintenant, c'est safe, mais on ne peut pas empêcher ce sentiment de peur, de savoir est-ce que les choses risquent de partir. C'est très, très présent ça en Asie et en Chine, hein, d'avoir peur de la deuxième vague. On voit par exemple que Singapour a refermé ses portes il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, a confiné toute la population il y a quelques semaines parce qu'ils ont découvert un foyer infecté et ils se sont dit que peut-être toute la ville était infectée. Et donc les restaurants qui avaient été épargnés précédemment parce qu'une ville qui est très organisée pour les gens qui connaissent un petit peu Singapour, ils se sont mis tout d'un coup avec beaucoup de retard finalement, à fermer tous les restaurants et à enfermer la ville et à confiner la ville sur le modèle qui est le modèle qu'on a aujourd'hui en Europe. C'est pas dit que ça n'arrive pas ici aussi, on ne sait pas comment ça va se passer. Paul, tout à l'heure, tu parlais de la livraison, de la vente à emporter. Pour moi, c'est un peu… tu fais quoi actuellement? Tu fais de la vente à emporter, tu fais de la livraison, tu gères les deux? A priori, c'est plus de la livraison. Quand on dit vente à emporter par défaut, le fait de dire qu'on fait de la livraison, par défaut, on fait de la vente à emporter aussi. C'est-à-dire que si des gens, à la fin de leur repas, ou veulent commander quelque chose et venir rechercher sur place, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas forcément très populaire. Il faut savoir que quand même, le principe de livraison, de vente à emporter, c'est quelque chose qui est extrêmement développé en Asie, en Chine en particulier. Il y a une concurrence qui est énorme sur ce créneau. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, mangent systématiquement, même avec des ressources modestes, je dirais, mangent systématiquement sur un principe de livraison. Voilà. D'accord. Ok. Pourquoi je te pose la question? En France, tu as 2 acteurs qui gèrent la livraison, enfin 3 acteurs majeurs qui gèrent la livraison, que tu dois connaître, que sont Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, qui prennent un montant de commissionnement qui est assez élevé. Nous, on voit beaucoup de nos clients restaurateurs qui activent le click and collect sur leur support. Et c'est vrai que ça fait partie des questions qui se posent. C'est est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller? Si j'y vais, de quelle manière je dois le faire? J'ai une carte qui est excessivement fournie. Si demain je dois y aller, je dois aborder la question de quelle manière? Si tu as des conseils à leur partager, je pense que ça les intéresserait énormément. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la livraison à domicile. On a fait le projet rapidement. D'habitude, on prend plus de temps que ça pour développer des choses.
On a fait une petite campagne. Alors, c'est toujours pareil, c'est intéressant de faire parler de soi au travers d'un projet, parce que de toute façon, ça fait parler de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et là, je me suis mis un petit peu en scène sur mon petit scooter en train de traverser Shanghai avec ma boîte de livraison, ce qui a fait beaucoup rire les gens d'ailleurs, tant mieux. Au moins, l'humour, ça peut toujours attirer des clients. Mais quelque part, non, il y a des choses qui peuvent se faire, des choses qui ne peuvent pas se faire. Il faut le faire assez correctement, mais on peut le faire de façon très, très simple. Alors, j'ai hésité beaucoup, et là, je ne veux pas donner du tout de conseils là-dessus. Je me souviens d'avoir une conversation avec Philippe Etchebest au tout début du confinement. J'avais dit à Philippe, écoute, vas-y, essaie de mettre en place un système de livraison, etc. Mais je sais que sur la France, il y a eu beaucoup d'hésitation parce que, évidemment, quand on mettait ça en place, on avait l'air de mettre en danger les personnes qui font la livraison. C'est pas du tout l'objet, en sachant que les livraisons à Shanghai, par exemple, elles ont été extrêmement contrôlées. Il n'y a jamais eu de contact. Ça vient à peine de reprendre le contact avec les livreurs qui viennent vous livrer à domicile jusqu'au pas de porte. Mais par exemple, quand les gens livraient dans les appartements, ils livraient en bas des appartements, ils déposaient les affaires et puis après, vous alliez chercher vos livraisons, etc. Donc, il y avait des moyens pour mettre en place ces livraisons sans contact finalement avec les livreurs et donc pour qu'évidemment tout le monde soit safe dans ces opérations. Donc, encore une fois, des pays différents, des cultures différentes, je ne sais pas si les choses s'adaptent. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est la panacée, la livraison, mais je dis qu'en tout cas, ça donne de la dynamique et il ne faut pas hésiter à aller chercher toutes les dynamiques possibles. Alors, encore une fois, la France est un autre cas de figure, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de la répartition des clients entre les touristes et les locaux. Il y a une question que je trouve pertinente dans le chat. Finalement, est-ce qu'il y a aussi des différences entre les jeunes et les moins jeunes dans la clientèle? Est-ce que finalement les jeunes ressortent plus facilement au restaurant? Et est-ce que toi, tu constates ça? Je n'y ai pas forcément réfléchi, mais quand on me le demande comme ça, je dirais oui. Je dirais qu'effectivement, la clientèle jeune est la première à vouloir ressortir et à penser que finalement la crise est presque derrière eux. D'ailleurs, de façon presque, je ne vais pas dire inconsciente, mais beaucoup plus, peut-être pas en rapport avec ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de difficultés à retrouver notre clientèle classique qui est par contre plus âgée au niveau de ce qu'on a dans nos restaurants. Et du coup, il y a beaucoup de questions, mais je ne sais pas comment on fait. Mais je ne réponds pas aux questions, je vous laisse me les poser. on va les poser. On va les poser. Plein de questions. Je vais bien les répondre à tout, mais je ne sais pas d'abord si. On va laisser un temps d'ailleurs, et puis quand on prend le temps de regarder aussi, et puis fil de l'autre de te les poser, ne t'inquiète pas. Tous ces changements finalement qui sont en train d'être faits, et puis peut-être d'autres auxquels tu réfléchis. Je sais qu'il y a beaucoup de restaurateurs en ce moment et de chefs qui se disent c'est l'opportunité, ce confinement, de se réinventer, d'imaginer quel sera le monde de demain et quelles seront les attentes aussi des clients demain. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? C'est quoi ta vision par rapport justement au monde du post-Covid? Et est-ce que ça a changé ta manière de voir la gastronomie et de faire ton métier? Ou ce sont juste des changements temporaires que tu as mis en place? Je ne sais pas s'il y aura fatalement un post-Covid, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose, à mon avis, qui est particulier au domaine de la restauration, en sachant que le domaine de la restauration sera peut-être plus touché que les autres, fatalement, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même l'antithèse du coronavirus par excellence. Mais non, je ne pense pas que quelque part ça changera. Et peut-être j'ai complètement tort, donc je m'excuse pour les gens qui ne sont pas du tout de mon avis, que ça changera fondamentalement la façon dont on travaille, mais peut-être qu'il y aura plus de conscience, en tout cas de la clientèle, au niveau de l'hygiène. La difficulté de notre métier, c'est de lier l'hygiène en permanence avec le fait de livrer une prestation. Donc, on mange dans des assiettes qu'on n'a pas nettoyées soi-même, des couverts qu'on n'a pas nettoyés soi-même. Il y a des gens qui ont touché votre nourriture pour la préparer. Donc, ce sentiment-là, il est réel, il a toujours existé, mais c'est vrai qu'il sera peut-être plus vif en post-coronavirus. Donc, je pense que c'est bien d'appliquer des mesures d'hygiène au maximum. C'est un peu bête ce que je dis. Il ne faut pas qu'à un moment donné, ces mesures d'hygiène détruisent effectivement l'expérience du restaurant. J'espère en tout cas qu'on repartira
et peut-être qu'on repartira avec un sentiment, en tout cas de comprendre le fait que le restaurant, c'est une expérience privilégiée. Voilà, c'est quelque chose, c'est un moment, des fois c'est un moment pour juste manger un morceau, on est d'accord, mais ça reste quelque chose, un moment de partage privilégié avec des gens, c'est un bonheur et quelquefois il suffit d'être privé de ce bonheur pour pouvoir se rendre compte que ça a une vraie valeur. Voilà. Alors moi je compte un petit peu sur ce sentiment en fait, de se dire aux gens qu'est-ce qui m'a manqué pendant cette période-là. Ben, ça m'a manqué d'aller boire un café à la terrasse d'un café, d'aller manger un morceau dans un bistrot, et on ne se rend pas compte des fois de la chance qu'on a de pouvoir faire ces choses-là. Je ne vais pas vous faire de la poésie, mais c'est une réalité, je le vois un peu comme ça. Paul, on a beaucoup de questions qui sont liées, comme tu peux l'imaginer, à l'hygiène. Aïe, aïe, aïe. Ça revient, ça re-revient. Il y en a une qui est passée il y a un petit moment, mais je pense elle est pertinente. Tes collaborateurs en salle, c'est gants, masque obligatoire, il doit se laver les mains tous les combien de temps. En gros, c'est quoi la rythmique en salle? Et puis après, il y a des questions qui sont sur la partie cuisine. Est-ce que tu as mis en place des mesures d'hygiène spéciales? Comment tu gères les livraisons? Tu vois, les mises en place? C'est quoi les mesures d'hygiène que tu as appliquées? Donc, vraiment, tu vois, des questions très opérationnelles. D'accord. Alors, je vais commencer par la cuisine. Je le disais tout à l'heure, et au contraire de ce que peuvent penser les gens, et j'ai vu certaines choses passer, on ne sait pas de quel côté ça balance. Les mesures d'hygiène que l'on applique aujourd'hui dans nos restaurants sont extrêmement strictes. D'ailleurs, la législation chinoise est très complexe à ce niveau-là. C'est un mix entre la législation qu'on a au niveau de l'hygiène, au niveau industriel, et qui n'est pas forcément toujours adapté aux petites opérations. Donc, je donne un exemple très très simple. Quand on fait une cuisine à Shanghai, on a ce qu'on va appeler le garde-manger en général en France. Et c'est une zone qui est fatalement séparée, fermée, doublée par un sas avec à l'introduction de la zone de garde-manger un endroit pour se laver les mains de façon systématique. Bon. Donc on a pas mal de choses comme ça qui sont gérées à Shanghai de façon très stricte et d'autant plus stricte que le restaurant est reconnu. Je vous dis ça, ça m'est arrivé. Je me souviens quand on avait pris la première fois les étoiles Michelin qui étaient tombées à Shanghai, on avait eu une visite immédiate des bureaux de l'hygiène pour bien vérifier avec une équipe entière, 12 gars pour tout chercher partout, pour être sûr qu'on était au taquet de l'hygiène. Voilà. Donc, on continue sur la même lancée avec en plus l'application des masques et on a fait la mise en place de quelque chose qu'on a de façon classique d'habitude, c'est-à-dire du timer pour ne pas oublier de se laver les mains. Sauf que là, on est un petit peu plus vigilant que d'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, on a toujours un timer qui tourne toutes les 30 minutes et qui sonne et ça nous permet de dire, les gars, on se lave les mains. Ok, c'est aussi bête que ça. Là, on est un petit peu plus strict que d'habitude dans ces applications-là. Mais les règles sont d'habitude tellement strictes que finalement, il suffit de les appliquer comme il faut pour répondre normalement par rapport à l'hygiène. Alors, des choses qu'on a fait, et ça, encore une fois, c'est beaucoup plus psychologique. Il n'y a pas eu un vrai interdit dessus. On a enlevé la majorité des articles qui étaient crus dans nos restaurants. Je donne un exemple, et notamment des choses qui étaient importées à un moment donné. On recommence à peine à en introduire certaines. Les huîtres, qui est vraiment partie à part entière de ce qui est la brasserie. C'est des choses qui sont importées, qui arrivent en général de France, pour celles qu'on prend. Et là, on les a arrêtées pendant plus de 2 mois et demi. Les tartares, les choses comme ça, on a arrêté tous ces articles-là, encore une fois, beaucoup plus par rapport à la perception des gens que par rapport au fait que ça aurait été plus ou moins hygiénique par rapport à ce qu'on aurait pu faire en servant ces articles. Voilà, ça c'est ce que je vois quand je parle de cuisine. J'espère que je n'oublie pas trop de choses. Et au niveau du… Oui. Attends, juste me permets, je te coupe avant que tu parles de la salle. Sur la partie livraison de marchandises que tu reçois, est-ce que vous avez mis en place des process pour nettoyer, des systèmes de nettoyage particuliers, ou le fait de finalement avoir supprimé le cru t'a permis de pas mettre en place de choses ou… Alors, au niveau des livraisons, on n'a pas dû mettre en place nous-mêmes des conditions particulières parce que les conditions particulières avaient été mises en place par chaque building en fait au niveau du receiving. C'est-à-dire qu'au niveau du receiving, par exemple,
du receiving, Ouais, c'est comment bon. dire en français? À réception. D'accord. Ouais. La réception. Ouais. En fait, les livraisons étaient livrées à un moment donné en bas de l'immeuble, c'est-à-dire qu'elles n'arrivaient pas jusqu'à nous, d'accord? Et nous devions aller les chercher. Alors, c'est vrai qu'on avait, la seule chose qu'on a rajoutée par rapport à d'habitude, et ça aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une mesure qui est efficace, mais en tout cas, on l'avait mise en place, c'est d'avoir les petites bombes d'alcool pour désinfecter la partie extérieure de tout ce qui est nos packaging en termes de livraison. Donc ça, on l'a fait ça par rapport au packaging et on a fait ça par rapport aux chaussures aussi quand on rentrait dans nos établissements. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a arrêté ces mesures beaucoup plus strictes. Est-ce que ça a servi à quelque chose de les faire à un moment donné? Est-ce qu'il faudrait les arrêter aujourd'hui? On est plus aussi strict dans ces mesures-là aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas aussi imposées. C'est une contrainte, mais je dirais que c'est plus une habitude à prendre qu'une vraie contrainte en termes de temps. Ce n'est pas non plus la fin du monde, mais le problème, c'est de pousser la réflexion jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le virus, il peut être partout, tout a pu être contaminé. Donc, effectivement, si on fait les choses proprement, si quand on a des poireaux, on les lave proprement, est-ce que ça suffit à éliminer les poireaux? Est-ce que la caisse qui contient les poireaux, il faut aussi la désinfecter parce qu'elle est rentrée dans votre... C'est très compliqué. C'est-à-dire que le système en soi, si on veut vraiment s'attaquer de façon stricte à l'hygiène de chaque objet qui est un objet qui vient de l'extérieur, c'est un truc qui est sans fin. Il y a presque un choix à faire et c'est un peu idiot parce que c'est tout ou rien finalement qu'il faudrait faire. Mais on ne peut peut-être pas se permettre de faire tout aussi. Donc, on a fait des choix. Ok, Voilà. ok, très clair. Et pour la salle, Pierre, Paul? Et pour la salle, rien d'autre de particulier que la prise du masque, le nettoyage des menus systématiques, d'accord? Le fait de dire aux gens quand ils s'assoient que leurs assiettes ont été bien lavées, désinfectées, etc. On le dit. Alors, elles sont désinfectées, on va dire comme d'habitude, on n'a pas plus passé d'alcool dessus. On pense que normalement, le passage en machine avec les produits qu'on utilise, c'est la bonne façon de désinfecter notre vaisselle. Et après, le lavage plus fréquent des mains, même au niveau du service, au niveau des runners, etc. Mais finalement, ça ressemble à ce qu'on a d'habitude en masqué, quoi. Voilà, il y a ce petit côté. C'est pas encore une fois une contrainte qui est énorme. Alors, on a la chance, il y a aussi un truc qu'il faut savoir. Je sais qu'en France, c'est un petit peu compliqué au niveau des masques. Je ne sais pas si ça s'est un petit peu libéré. On a la chance d'avoir des masques ici à Shanghai. Donc, Ouais. voilà, Et justement, c'est quoi comme type de masque? C'est les masques basiques. Là, je ne sais pas comment on les appelle. On peut avoir je ne suis pas spécialiste du masque, je vous le dis de suite. J'aurais dû travailler le masque. Non, voilà, je vous en montre un, là, j'en ai, vous voyez. Donc là c'est ces masques-là. C'est du jeu. Ça, c'est des made in Taiwan. Okay. Ça, c'est les masques de base, d'accord, qu'on utilise. Là, c'est avec protection, avec truc en carbone. Ouais. J'en montre un autre, là. Là, je suis dans mon bureau. Voilà, ça, c'est les masques. Là, parce que là, c'est un peu le luxe, on est à ultraviolet, on a des masques de couleurs différentes en fonction des scénarios. Alors moi, je ne rentre pas en salle, mais aussi quand les gens viennent nous voir, voilà, en fonction du truc, on a un masque qui est un petit peu différent, mais c'est les masques de base. On ne porte pas les N75, je vais dire une bêtise dans le chiffre, vous le savez probablement mieux que moi. Les masques qui sont les vrais masques de protection pour le virus. C'est plutôt des masques pour protéger les gens, en fait, si on était contaminé soi-même. Ok. Moi, j'ai une autre question. En France, on parle beaucoup de la suppression des menus. Et toi, tu as évoqué le fait que tu nettoyais les menus. Ouais. À quel niveau, pourquoi vous parlez de la suppression des menus? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'articles qui sont sortis dans la presse, tu vois, où ils imaginent l'après-Covid en France. Et on parle de menus jetables, donc de feuilles de papier qui seraient imprimées actuellement, ou de la suppression complète des menus. Et toi, tu parlais je vois dans les commentaires de porte-menus. Donc ça. Ouais, alors, ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Je parlais là de la façon de grouper les ventes, c'est-à-dire que, par exemple, quand on propose d'habitude une carte dans laquelle il n'y a pratiquement pas de menu, à quelques exceptions près, qui sont des menus pour organiser la nourriture qui est sur la carte, pour que les gens, et notamment la clientèle chinoise, un peu comme quand nous on va en restaurant chinois, puissent aller choisir. Voilà, ça c'est le mode d'enchaînement, ça c'est
ce qu'on appelle le pipi classique, c'est-à-dire le truc vraiment symbolique de ce que je fais. Ça, c'est le truc français, machin truc, etc. Donc ça, c'est une chose qui est un petit peu différente. Je parlais plutôt d'organisation en termes de propositions par rapport aux clients, d'avoir ouvert des menus cartes qui démarrent aujourd'hui à 300 RMB, même à 200 RMB au niveau du déjeuner. C'est quelque chose comme 25 euros, 35 euros, quelque chose comme ça. Ce qu'on n'a pas d'habitude parce que ce n'est pas forcément les prix de base de ce qu'on propose, en tout cas au dîner, dans ce genre de lieu. Je parlais de ça, je ne parlais pas du contact physique avec le menu. Alors, c'est vrai que à Ultraviolet, le problème ne se pose pas. Chacun a un menu individuel qui est jetable ou gardable. Et après, à Pollux, on a un menu, lui, par contre, qui est imprimé, donc qui est jetable. C'est différent dans le cas de MMB, mais il se trouve qu'à MMB, on a des menus qui sont lavables. Donc, je ne me suis même pas posé la question, en fait. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une vraie question de savoir que les gens ne veulent pas toucher un menu parce que c'est un menu qu'on ne peut pas désaffecter facilement. Et en fait, je me rends compte que c'est une question que vous posez en France. Ouais. Sur la climatisation, donc tu as dû suivre évidemment ce qui s'est passé dans un restaurant en Chine. Qu'est-ce que tu as adopté par rapport à la climatisation dans tes restaurants? La climatisation a été présente pendant tout le temps. En fait, les seuls endroits qui ont interdit la climatisation sont les endroits qui avaient recensé effectivement un cas avéré de la maladie. Et en fait, alors, est-ce que c'est de l'inconscience à un moment donné? Parce qu'on ne sait pas effectivement quels sont les gens, les porteurs sains, etc. Il se trouve que la climatisation a fonctionné dans la majorité des établissements de Shanghai. Il n'y a qu'un cas spécifique où la climatisation a été arrêtée, c'est quand les gens revenaient, par exemple, de l'étranger et allaient en confinement strict de 14 jours dans un des hôtels du gouvernement. Là, la climatisation a été arrêtée. Il y a beaucoup de buildings aussi. Alors, c'est bien tombé. C'est une période qui était quand même assez douce à Shanghai. Beaucoup de buildings ont aussi arrêté leur climatisation. Voilà. Donc, à un moment donné, la climatisation a continué à tourner dans une partie des restaurants, en tout cas à ma connaissance. Encore une fois, sous réserve de ne pas dire des choses auxquelles je n'ai pas prêté suffisamment attention au moment où ça s'est passé. En Chine, il y a beaucoup de moyens de paiement dématérialisés avec WeChat et autres. Ça aussi, comment tu gères parce que évidemment, les gens n'ont pas envie d'avoir des contacts physiques au niveau du paiement. Comment tu as organisé ça et c'est vrai que là, c'est organisé par la nature de l'échange à Shanghai. Je pense que tout le monde aujourd'hui et pratiquement tout le monde étant dématérialisé, c'est-à-dire que tout le monde paye pratiquement par le téléphone. Même moi, enfin, je dirais que ça fait déjà quelques années que je n'ai plus de cash. Ça peut m'arriver d'avoir du cash, mais que je ne me sers plus du tout de cash. Ça n'existe plus. Je ne me sers plus de carte bleue depuis la même période. Ça fait déjà quelques années que les choses ont été mises en place entre les systèmes de paiement que sont WeChat et Alipay, ce qui correspondrait à ce qu'on a en termes de paiement avec Apple Pay ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez d'autres en France aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est pratique et magique. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça tellement extraordinaire que j'allais presque acheter quelque chose pour voir à quelle vitesse ça fonctionnait. C'est un truc que je trouve extraordinaire. La vitesse de paiement. Enfin, ce n'est pas le sujet du jour, les paiements dématérialisés. Mais effectivement, ça n'a pas été un souci, en tout cas au niveau des restaurants, parce que je me demande s'il y a même quelques clients aujourd'hui qui continuent à payer en cash. Je sais que le gouvernement chinois a réimprimé des billets. Ils ont retiré à un moment donné tout un tas de billets et qu'ils les ont réimprimés à neuf, machin, etc. Mais en fait, c'est devenu tellement mineur comme mode de paiement qu'en fait, on s'en rend même plus compte. Ouais, donc beaucoup d'avance là-dessus en Chine. Il va falloir en France qu'on rattrape un peu le retard sur la partie paiement. C'est ça. Voilà. Bon. Il faut que tu recontactes absolument Richard Mangel qui cherche du boulot. Tu pourras regarder sur le chat, il a laissé ses coordonnées. D'accord. Bon, écoute, très bien. Alors, écoute, j'espère que tout ça a mené un petit peu quelque chose. Enfin, j'ai essayé de partager ce que je sais. Encore une fois, moi, ce que je souhaite, c'est que les choses se passent pour le mieux. Encore une fois, il
n'y a pas une seule façon de voir les choses. J'ai vu qu'il y avait des débats en France. Je ne veux pas forcément rentrer dans la polémique et j'espère qu'il n'y aura pas de polémique. Ce n'est pas le moment. C'est le moment un petit peu de s'unir, même si il n'y a pas de situation qui se ressemble. Il n'y a pas un restaurant qui ressemble à un autre et chacun a une situation qui est particulière. Est-ce qu'il faut ouvrir vite? Ça peut se discuter. Est-ce qu'il faut continuer ouvrir vite sous réserve de ne plus pouvoir être couvert par les mesures d'État? Je crois que c'est un mix entre les choses. J'espère que les gens auront la possibilité de choisir en fonction de leur établissement, de la possibilité ou non de réouvrir immédiatement. Mais c'est vrai que réouvrir à un moment donné, c'est aussi important pour relancer la dynamique et finalement réouvrir plus tard. Est-ce que ce n'est pas différer la dynamique de la réouverture en fonction de ses clients? Ce sont des problèmes qui sont un petit peu liés et complexes en fait. Je le vois aujourd'hui avec l'établissement qui fonctionne le mieux, enfin je dirais entre mes deux établissements, c'est celui qui est resté pratiquement ouvert, même en plein milieu de la crise. Ça a joué quand même un petit rôle pour identifier le lieu qui était ouvert, dans lequel on pouvait aller, etc. Donc, encore une fois, sans me lancer dans le débat français qui a l'air d'opposer les gens, pour moi, il n'y a pas d'opposition, il n'y a personne qui a vraiment tort, personne qui a vraiment raison, si je peux me permettre de le dire comme ça. Il y a des situations qui ne sont pas identiques et en espérant qu'il y a des mesures flexibles qui peuvent s'adapter à la situation de chacun, en sachant que c'est beaucoup de monde et que ce n'est pas forcément facile à gérer. Voilà. Merci pour tout, Paul. Vraiment, c'est moi qui vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé toute ton expérience de cette situation avec nos chefs restaurateurs qui ont été présents aujourd'hui. Il y aura donc une prochaine conférence pour ceux que ça intéresse ce jeudi qui va avoir lieu à 15h. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Voilà, on vous donnera plus d'informations dès aujourd'hui pour continuer à essayer de préparer au mieux cette reprise dans les prochaines semaines. Merci à tous. Bon appétit. Bon courage à tout le monde. Et puis, voilà, encore une fois, j'espère que ça va bien se passer, que ça se passera au mieux. C'est la seule chose que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup pour m'avoir écouté, m'avoir exprimé sur le sujet. Au revoir. Merci infiniment, c'était précieux. Bonne journée. Alors, j'essaie de me déconnecter. Je ne sais même pas comment on se déconnecte. J'éteins tout. Ciao.